Les cinq voies se font dans le gouvernement du monde. Nous voyons en effet quelques êtres dotés de connaissances, comme les corps naturels, œuvrent pour un fin, comme le montre le fait que, pour obtenir ce que plus les convienne, ils prient toujours avec fréquence de la même manière, d'où c'est de lui qu'il atteint à sa finalité, non par hasard, sinon de manière interchangeable. Maintenant bien, ceux qui caressent les connaissances ne peuvent pas atteindre à une finalité, sinon les dirige quelqu'un. Ils les connaissent et les comprennent comme un gardien dirige la flèche. Ils nécessitent un être intelligent qui dirige toutes les choses à leur finalité. Et celui-ci, on l'appelle Dieu. Comme nous disions, cher ami, nous allons aujourd'hui aborder l'étude de la vie de saint Thomas d'Aquin. Je crois qu'il est important de prendre la figure de ces grands penseurs pour plusieurs raisons. À partir d'un point philosophique, il a été et est un point de référence essentiel dans le contexte de pensée du Moyen Âge. Et là, dans ses mains, il a sa grande synthèse de la philosophie et la théologie, la raison et la fait, sa foi pour faire compatible la philosophie, les pensées d'Aristote avec le christianisme, ce qui dans le bon mesure est arrivé à obtenir. Mais non seulement ceci, Thomas fut aussi un travailleur infatigable, un chercheur de la vérité, une personne qui a offert sa vie à la réflexion, l'étude, aux connaissances, a tenté à faire compréhensive, à partir d'un point rationnel, ces dogmes et vérités de foi que pour lui constituaient la vraie connaissance sur la réalité. Entre 1246 et 1274, il a recouru plus de 15 000 kilomètres et beaucoup de ceci à pied. Sa gloire comme penseur, comme intellectuel, avait traversé les frontières et c'est pour cela sa présence a été voulue dans plusieurs lieux. Nous sommes en train de parler d'un homme dont les œuvres superent 8 millions de mots. Un travailleur net, infatigable et de plus un homme vaillant, d'un grand statut moral, jamais s'est mélangé avec le pouvoir, ne s'est pas donné aux offres et inclus de menaces des hommes riches qui lui dérangeaient. Non plus accepter des charges, il avait en clair ses chemins, celui qui sera marqué à partir de son jeune âge, le chemin d'études et connaissances, le chemin de la recherche de la vérité. En effet, il fut un homme qui dans sa vie nous a laissé un message à tous, que nous ne devons pas perdre le temps qui nous est donné. Il est nécessaire que nous travaillions dans la mesure de notre possibilité, contribuer à divulguer la vérité et divulguer la connaissance. Le 3 septembre 1980, Jean-Paul II a nommé à Saint Thomas d'Aquin Doctor Humanitatis, sûrement pour son travail, sa manière de comprendre et son intériorité à l'être humain. De lui, il a dit qu'il avait arrivé à l'une des synthèses plus élevées que jamais la pensée humaine arrivera. Pour cela, aujourd'hui nous nous souvenons de Saint Thomas d'Aquin, un travailleur, un chercheur de la vérité. Ainsi alors, venez avec moi, accompagnez-moi, retournons dans le temps. Nous sommes vers l'année 1225, docilement durant les temps froids de l'hiver dans le château de Roccaseca, entre Rome et Naples, et très proche du monastère bénédictin de Monte Cassino, va naître un petit. Son nom est Thomas. Il naît d'une famille noble du zone, son père Landolfo et sa mère Theodora. Le jeune Thomas, il va se créer d'un grand milieu de noblesse, et aussi d'armes, d'idéal guerrier, de bons militaires et d'une famille très profonde à l'amour de la littérature, aux connaissances et anxiété du savoir avec une profonde vocation, pilier infus. Et aussi, le petit Thomas vivra ses premières années dans un milieu politique confus, une situation compliquée. Le château il est né, le château de Roccaseca était situé entre l'état du pape et le royaume de l'empereur. La situation entre les deux était dans tension.
Ces problèmes, ces conflits politiques étaient relativement récents, répétibles. Il faisait peu de temps que le pape était le leader indiscutable du christianisme. L'exit des croisades lui avait confié une prestige très importante de la monarchie européenne. Cependant, cette situation s'est retruquée avec l'ambition de la maison régnante dans le royaume de Sicile. Et pour cela, Frédéric II, fils de Corrado IV, avait hérité le trône. Immédiatement, il a commencé à avoir de mauvais comportements et attitudes et défis contre le pape. Ceci ne pouvait pas avoir un sens. Ceci alors a apporté à des conflits sérieux, graves, très difficiles de solutionner. De fait, le monastère de Monte Cassino était dirigé par Frédéric II. Il fallait espérer vers 1230 pour que ceci termine. Et alors, quand le petit Thomas laisse le monastère en condition de oblat, ceci signifiait qu'il était préparé pour une carrière religieuse. Il fut initié aux études de dogme propres de l'Église chrétienne, mais déjà à partir du bas âge. Il avait 5 ans. Il était habitué de nobles de cette époque envoyaient leurs jeunes garçons au monastère bénédictin. Là, ils ingressaient et étudiaient en se préparant pour la carrière religieuse. Seuls, quand ils atteignaient les grands âges, ils décidaient s'ils allaient continuer avec ce chemin ou faire une vie normale, laïcale. Mais ceci ne se fait pas avec le jeune Thomas. Déjà, à partir du bas âge, tous se rendaient compte que c'est possiblement que la vie consacrée a été faite pour Thomas. Peu après, le petit Thomas s'est fait remarquer par ses professeurs. Son intelligence est spectaculeuse. Il apprend à lire et à écrire rapidement. Aussi était capable de mémoriser n'importe quel texte en mémoire. Il était capable de poser des questions que les autres de ses compagnons ne pouvaient même pas être capables de comprendre. En continuant, Grec, ouvertement, sans aucun type de préambule, demande à ses professeurs qui y est Dieu. Constamment, une et autre fois, est possible que la vie de Thomas fut en fond une recherche pour tenter à répondre à cette question qui y est Dieu. En avril 1236, retombe le problème, le conflit. Frédéric II est excommunié de l'Église pour la seconde fois. Alors, il occupe le monastère de Monte Cassino. 11 moines sont assassinés. Une chose très dure, inespérable, non pensée peu de temps avant. 11 moines sont morts. Tous ceux qui ne sont pas de Naples sont expulsés. Restent uniquement 8 moines. Ils ne sont pas suffisants pour maintenir l'œuvre de moine. Et cette œuvre doit fermer les portes. À ce moment, la formation du jeune Thomas est en danger. Il rentre chez lui. Par là, il restera peu de temps. Aussitôt, va de nouveau dans un petit monastère bénédictin où il ira continuer avec ses études. Initia l'étude de la cité, étude fondée par l'empereur en 1224. Là, il va avoir lieu un événement qui va changer les rythmes de sa vie, le chemin sur lequel Thomas va prendre. Il connut un groupe de dominicains. L'ordre était très jeune. Il avait été fondé 24 ans avant par Dominique de Guzman. En concret, il était dans une profonde amitié avec l'un d'eux, Jean de Saint-Jules. On lui enseigne les valeurs dominicaines, l'étude, l'apostolat. Thomas d'Aquin comprend que celle-ci est la vie faite pour lui, une vie dédiée à l'étude, à la réflexion, le christianisme et autres, basée à partir de la vérité chrétienne. 1234, le père de Thomas meurt. Entristessé pour ce fait, décide de faire un pas en arrière, jusqu'à un temps très difficile.
Il va ingresser à l'ordre dominicain sans aviser à sa famille, parce qu'il était conscient de qu'il n'aurait pas la permission de sa mère, et de plus, quand Théodore écoute la chose, part pour Naples pour l'arrêter. Elle avait autre plan pour son fils, elle voulait qu'il soit du monastère de Monte Cassino, ainsi pour avoir une situation politique importante privilégiée, pour être au milieu dans les disputes entre le pape et l'empereur. On sait que la famille de Saint Thomas était concernée. Ces cas, les 6 dominicains qui ont prévu la raison de la mère de Thomas l'ont apporté à Rome, concrètement au couvent de Sainte Sabine. Et quand Théodora arrive là, Thomas était absent, il partait vers Bologne. Et pour arrêter à Thomas, écrit à ses fils, le frère de Thomas, ils étaient au service de l'empereur. Il leur demande qu'ils poursuivent à Thomas pour qu'il n'arrive pas à Bologne et de faire en sorte qu'il retourne. Eux, quand ils ont reçu le message de leur mère, sortent directement en marche pour poursuivre Thomas. Avant même d'arriver à Bologne, ils rencontrent Thomas et l'arrêtent. Thomas s'est reposé avec 3 moines dominicains qui lui accompagnaient, mais ses frères l'arrêtent et la portent par force et en laissant libre les 3 frailes dominicains. Pratiquement sans lui donner l'explication, les conduit au château de Monte San Giovanni, là il fut incarcéré pour un temps. Le frère de Thomas se sont décidés de faire de tout le moyen en suivant la décision de leur mère d'échanger à Thomas la vie d'être religieux. Pour cela, ils ont préparé une chose, une piège, tout ceci pour qu'il abandonne la carrière religieuse. Une nuit, durant que le jeune Thomas s'est reposé, ils introduisent où était Thomas une jeune fille, une fille avec une seule mission, faire que Thomas rompe avec le vœu de chasteté et ce qu'il a promis. Mais ils ne savaient pas la tempérance de leur frère, ils ne savaient pas que son caractère était difficile à rompre. Thomas avait choisi un chemin que rien et personne pourrait lui écarter de la vie qu'il a choisie pour transiter dans le futur. Quand entre la jeune fille, Thomas avait un bâton en lui qu'il a rasé dans le mur quand il vit venir la fille devant lui. La jeune fille, totalement effrayée, sort de la chambre en courant. Alors Thomas ferme la porte et trace en elle le signe de la croix et tombe à genoux pour prier. C'est alors quand ses frères et sa mère comprennent enfin que ça va être très difficile à arriver à lui écarter du chemin qu'il a choisi. C'est le chemin qu'il a dédié à l'étude, à la réflexion, à la philosophie, à la recherche de la connaissance. Peu de temps après, il fut apporté au château de Rocaseca, les lieux où il naquit. Là, le jeune Thomas va rester jusqu'à l'automne de 1245. De toute façon, rien n'est négatif pour lui. Là, il étudie, pense, réflexionne et inclut commence à écrire ses premières œuvres. Apprend à être plus réservé, moins impulsif. Apprend de penser avant de faire une action. Peu à peu, sa mère laisse la surveillance mise pour Thomas. Et le jeune Thomas profite de cette fait pour continuer ces choses. Un jour, à une heure précise, il convenait avec son grand ami, Jean de Saint-Julien, l'attendait par la fenêtre et en bas, ils prennent le cheval et se mettent en chemin pour Naples. En tout cas, ils sont conscients que cette destination est une destination sûre. Ainsi alors, nous avons Thomas d'Aquin à Paris. Nous sommes vers l'année 1246. Il continue avec son étude de philosophie dans l'université de Paris. En même temps, commence l'étude de la théologie dans le couvent de Saint-Jacques. Assiste comme élève dans le cours d'Albert le grand professeur, le grand philosophe du Moyen-Âge. Il va être une influence très importante dans la vie intellectuelle
de notre penseur. Albert le Grand est possible que fût celui qui a introduit à Thomas à l'étude d'Aristote. Et Thomas fut le plus grand à réaliser une synthèse sur Aristote. Et cette synthèse entre philosophie et théologie, entre foi et raison. Le même Albert le Grand se rend compte qu'il est devant une personne importante. Et possible que jamais il a tenu un élève avec le caractère de Thomas d'Aquin, avec cette capacité, avec ce compromis. Pour cette raison, lui demande qu'il l'accompagne à Cologne, qu'il soit son assistant dans quelques cours qu'il va prononcer sur le nom divin et l'éthique à Nicomaque. Le nom divin, une œuvre de Dionys d'une grande influence platonique, et l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Ces deux œuvres vont être comme un symbole de la grande influence que Thomas d'Aquin va avoir dans ses pensées, le néoplatonisme et l'aristotélisme. Durant cette époque, le pape Innocent IV connaît déjà bien à Thomas d'Aquin et arrive à parler de sa capacité, de son travail, de son niveau intellectuel. Pour cela, et aussi pour le fait que Thomas d'Aquin appartient à une bonne famille, lui va offrir la baille de Monte Cassino. Il était très important, c'était une charge fondamentale, c'est ce que sa famille a toujours désiré. Ainsi, il pourrait avoir une position politique importante, une position qui lui permettrait d'être au milieu de ces disputes entre le pape et l'empereur. Pour un peu plus, reçoit un poste avantageux qui lui permettrait plus de sécurité, plus de commodité, plus de privilèges, mais il ne va pas être. Il en a en clair en tête l'investigation, l'étude, la réflexion, et rien ne va lui enlever de là. Peu de temps après, en 1250, s'est produit un événement important dans la vie de notre philosophe. Il va être initié comme professeur et en concret comme lecteur du Sainte-Écriture. Sa charge, professeur bachelier. Le professeur bachelier avait un travail de 2 ans. 2 ans qu'il devrait utiliser et commenter un texte biblique. Mais la gloire de Thomas d'Aquin supère le frontière. On s'appelait bachelier Saint-Cyr parce qu'il fallait commenter 7 livres de Pierre Lombard. Mais quand Thomas d'Aquin arrive à Paris, il se rencontre dans un milieu d'agitation. Et de plus, un milieu qui n'a qu'à voir avec la situation et l'ordre auquel il appartient. L'ordre dominicain est un milieu d'affrontement envers son ordre et à lui aussi. Cet affrontement était dirigé par le professorat séculier. Les professeurs appartenant au clergé séculier ne voyaient pas avec un bon œil à l'ordre de mendiants et surtout aux dominicains, parce qu'il avait plus de place que le franciscain, et de toute façon, Thomas d'Aquin, la règle, s'affronte clairement avec dureté. Le principal représentant du professorat séculier, Alexandre IV, le pape condamne l'ordre de Guillaume de Saint-Amour, et dans ces temps, ces disputes, cet affrontement reste momentanément fermé. Nous sommes vers l'année 1256. La même année, il écrit L'être et l'essence, un texte où il élabore sa synthèse philosophique de la doctrine péculière de l'être, que Thomas défend. De plus, cette même année passe une chose très importante dans la vie de saint Thomas d'Aquin. Finalement, il obtient le titre de docteur à Paris. Il a la licence pour occuper la charge du département de théologie. Il restera encore 3 ans de plus à Paris, 3 ans où ordonnera le département de théologie. Durant cette époque, il y a eu une question disputation sur la vérité et commence la Somme contre Gentile, l'une de ses grandes œuvres ou œuvres qu'il a conçues pour les chrétiens qui étaient en contact avec les musulmans et les juifs, pour qu'ils l'utilisent comme point de référence pour défendre leur thèse et de valoir leurs arguments, de valoir leur foi. 1259, pour éviter plus de problèmes avec le professorat séculier,
L'ordre décide que Thomas retourne à Italie. Il a 34 ans, a été 7 ans à Paris et quand il régresse à Naples, se convertit en un important maître. Il a quitté là en étant étudiant et régresse comme un homme important, un homme avec prestige, un homme reconnu dans des milieux intellectuels de toute Europe, un homme qui en certes mode est une fierté pour le sien. Arrive avec un secrétaire particulier, Reginaldo de Piperno, sera un ami fidèle jusqu'à sa mort. Quelqu'un que saint Thomas d'Aquin a toujours confié. Il obtient ensuite à Naples l'institution des prédicateurs provinciaux. Cette institution s'est donnée aux personnes de province qui ont la charge d'un département. Durant un temps, il va rester à Saint-Dominique, un petit monastère bénédictin, où il continue de travailler la somme contre gentil. Mais la tranquillité va durer peu de temps. La capacité de Thomas, très codicieux. C'est pour cela, 2 ans après, en 1261, nous le trouvons comme recteur dans le couvent dominicain d'Orvieto. Là, il a été noté sa présence, le pape Urbain IV. Urbain IV voulait déménager la haute papale à Oviedo. Cette fait était un peu plus virtuelle, bien que pourrait apparaître surprenant. Le certes est que beaucoup de papes fuyaient les combats qui faisaient couler le sang à Rome et cherchaient des lieux tranquilles, plus calmes. Là, Thomas d'Aquin travaillera avec le pape et se transformera en un conseiller théologique, son confident, son ami, à quelqu'un qu'il peut confier pleinement, non seulement du point de vue intellectuel, sinon aussi du point de vue personnel. Urbain IV lui va demander une synthèse sur la situation de la différence qui sépare l'Église d'Orient et d'Occident. Saint Thomas d'Aquin va écrire un texte qu'il va intituler Contre les erreurs grecques. Là, il va établir la différence et possiblement le voie des solutions qui peuvent exister entre les deux églises. Notre philosophe continue de travailler. En 1264, il termine son œuvre sur le nom divin de Dionys. Cette œuvre a une influence néoplatonique et avait un très grand rôle dans l'évolution intellectuelle de Thomas. Et comme toujours, Thomas d'Aquin doit continuer de voyager. Se veut sa présence à Rome, là, vers l'année 1265, s'il va ouvrir une étude provinciale. Son intention est de former aux jeunes dominicains de la province. Et de plus, nous sommes en train de vivre dans un moment politique compliqué, un moment politique de confusion, d'échanges, de tensions, de dangers et d'incertitudes. Urbain IV demande l'aide de Louis IX de France contre les successeurs de Frédéric II. Alors, Louis IX envoie son frère Charles. Certes, le second pape lui reconnaîtra comme roi de Sicile. Durant cette époque, quand Clément IV va offrir à Thomas d'Aquin une charge qui est pratiquement bonne, il lui propose d'être archevêque de Naples. Plus probable que cette charge pourrait lui amener à être cardinal, et de là, même pape. Oui, les amis, c'est possible qu'à partir de ces moments, la carrière de Thomas sera un chemin différent. Et comme je disais probablement, il allait arriver à être pape. Mais de plus, il va renoncer. Il demande au pape de ne pas lui confier cette charge. Il en discute avec ses livres, ses textes et ses réflexions philosophiques. Il n'a pas été fait pour ces charges importantes. Il a été fait simplement pour travailler et pour étudier. Nous sommes en 1267. En terminant les commentaires aux 14 épîtres de Saint Paul et en concevant l'idée plus incroyable de la somme théologique, un compendium ample du savoir théologique et philosophique de l'époque, une œuvre que Thomas d'Aquin voulait que ça serve, en certain mode, comme manuel dans les milieux scolastiques et destitué ainsi à la sentence de Pierre Lombard. Et quand Clément IV déménage,
L'ordre l'envoie comme recteur. Il voulait qu'il ait un professeur prestigieux à côté du pape. Ceci était très important pour l'ordre. C'est alors qu'il se rencontre avec Guillaume de Moerberg, le traducteur grec des œuvres d'Aristote. Il était une personne qui a fait un travail important. Il traduira les textes d'Aristote du grec directement à latin. Ceci fut un travail fondamental parce qu'à ce moment, Aristote se connaissait de tous les philosophes musulmans. Et pour le philosophe chrétien, il était très important de traduire directement du grec parce qu'il fallait faire beaucoup d'attention à ces traductions pour les synthèses qu'il allait faire à la philosophie d'Aristote. Ceci paraissait difficile pour la lier avec l'idée chrétienne. Pour cela, il fallait que la traduction ait une véracité. Aussi, dans la même époque termine la première part de la somme théologique. Nous sommes en 1268. C'est alors quand Thomas d'Aquin va retourner à Paris, occupe de nouveau un département et déjà, il est une personne mature. Il a 43 ans. Et quand il arrive à Paris, il retrouve de nouveau un milieu d'agitation à partir du point de vue intellectuel et plusieurs conflits. Et lui, il ne renonce pas. Il va affronter à toutes ces personnes. En concret, il a 3 grands chapitres ouverts à partir de ses points de vue du conflit intellectuel. 3 grands conflits qu'il doit combattre. Une part les anti-mendiants et des professeurs séculiers contre une personne aussi de ce conflit. Thomas écrit le perfectionnement de la vie spirituelle, pour autre part, était en face des revistes. Après tout ceci, Aristote sera reconnu fondamentalement par le labeur qu'avait fait le philosophe musulman et à la tête de tous Averroès. En suivant Averroès et ses études sur Aristote, il avait suscité un mouvement chrétien appelé avéroïsme latin. Et l'avéroïsme latin, chargé par une personne qui faisait descendre la théorie des deux vérités, ceci signifiait selon eux, il y avait une vérité à ce que seule la raison pourrait atteindre et autre différent qu'on pourrait atteindre seulement par la foi. Ceci était vraiment très dangereux. Il mettait en doute la synthèse entre la foi et la raison. Le professeur de la faculté de théologie s'est mis alors radicalement à qui s'enseigne Aristote dans l'université de Paris. Thomas prend part de nouveau au conflit de la faculté, doit être au milieu, tenter de chercher une solution, un équilibre. Et en n'importe quel cas, il est très conscient, il sait que on ne peut pas défendre ce qu'il dit l'avéronisme. C'est absurde et n'a aucun sens. Qu'il ait une vérité, l'un à travers de la foi et l'autre par la raison. En concret, les avéroïstes défendent que si nous avons Aristote, il faut laisser en clair que l'âme est mortelle. Cependant, par le moyen de la foi, l'âme serait immortelle. Le même passe avec la création du monde. À partir de la foi chrétienne, nous allons défendre que la création fut quelque chose de temporel. Et si nous suivons Aristote, nous dirons que le monde est éternel. Pour quelques-uns, il n'y a pas la création. Et le monde, selon l'idée grecque, est éterne. Ils se disent qu'on atteint la vérité par la raison et après notre chemin par la foi. C'était une solution désespérée, une intention désespérée de soutenir les deux vérités. Mais ceci n'est pas compatible. Justement, il faut l'affronter. Thomas le sait. Il va tenter de trouver une solution. Il reconnaît que ceux-ci sont deux chemins différents, d'accord, mais ne peuvent pas être contradictoires. Ce sont deux chemins que nous devrons tous arriver à la même solution. C'est nécessaire que les deux chemins terminent dans le même site. C'est impossible que nous arrivions dans une solution à part et autre à son côté. La situation se complique durement. Il y a beaucoup qui sont en danger, danger de communion, danger plus grave. Saint Thomas est entre eux. Il était génial que l'évêque de Paris condamne les propositions du philosophe avéroïste. Son principal représentant, son principal défenseur, est expulsé de l'université de Paris et condamné à la prison perpétuelle.
Mais s'il ne se termine pas tout, Thomas d'Aquin doit combattre à autres, combattre les Augustins. À sa tête, un certain Henrique. Ils sont franciscains. Ils sont partisans de la philosophie de Saint Augustin. Ils ne suivent pas Aristote, n'acceptent pas l'aristotélisme. Ils sont convaincus qu'Aristote est incompatible avec la philosophie chrétienne. Mais tout le monde connaît à saint Thomas d'Aquin. Tout le monde sait que la philosophie d'Aristote est prédilecte pour saint Thomas. Alors, ils lui accusent, deux fois injustement, parce qu'ils ne reconnaissent pas la voie synthèse et la force que Thomas faisait pour rendre compatible la philosophie chrétienne et l'aristotélisme. Contre eux, il doit se défendre. Alors, dans ces conflits, Thomas démontre sa capacité intellectuelle, son savoir-faire, sa capacité pour solutionner le problème. Il écrit plusieurs œuvres pour combattre à toutes ces personnes qui luttent, qui s'affrontent contre lui. Malgré tout, pour le moment, il a le temps, durant ces années. Il a le temps de terminer la deuxième partie de la somme théologique et d'initier la troisième. Et non seulement ceci, sinon qu'il a conçu et a commencé de réviser ses œuvres. Il est grand étonnant de commenter toutes les œuvres d'Aristote. Le travail qu'il a accompli est incroyable. Un rythme de travail surprenant. En définitive, étonnant, sans compromis. Sa force reste en dehors de tout le doute. Avril de 1262, saint Thomas d'Aquin retourne à Italie. Il a répondu à l'appel de Charles d'Anjou, qui a certes intérêt de promouvoir l'université de Naples, en concret la faculté de théologie. Il nécessite un bon maître. Il nécessite le meilleur maître. De plus, il sait que la famille du penseur est originelle de la zone. Une famille avec ce fin de cause aux causes de Charles d'Anjou. Il ne peut pas avoir une meilleure élection. À Paris, l'université tente de le récupérer comme maître, mais déjà ça va être impossible. Il initie de cette manière le cours comme au département dans le même milieu où il commence à étudier et de plus, il continue le même rythme de travail. Il prépare à cette époque son compendium de théologie, mais le 7 décembre 1273 va passer quelque chose qui va tout changer. La vie de notre philosophe va donner un tour radical. Nous nous trouvons dans la chapelle de Saint-Nicolas. Thomas d'Aquin célèbre la messe et à ces moments lui passe quelque chose de spécial. Il se sent différent. Il ne sait pas expliquer ce qui lui est passé. Et à partir de ces moments, il arrête de dicter. Il laisse d'écrire. En première instance, son secrétaire Reginaldo lui attribue le temps de se reposer. Mais peu après, il lui raconte ce qui lui est passé. Lui est passé quelque chose de différent. Et dans une causerie personnelle, lui révèle ce qui s'est passé. Il ne sait pas l'expresser très bien avec le mot. Simplement, il a eu une vision, mais une vision spéciale, différente, jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait écrit jusqu'à ces moments, ce n'était que rien. En comparant à ce qu'il avait vu, ce qu'il a pu sentir, il n'a pas de mots, il n'a pas de catégorie pour expliquer ce qui lui est passé. C'est quelque chose de différent, une expérience mystique, des fois une inébranlable troisième voie, plus au-delà de la foi et la raison, comme chemin pour expliquer la divinité. C'est possible. Mais Reginaldo avait compris que son maître avait reçu une chose mystique, et malgré tout ceci, sa vie avait changé essentiellement. Mais maintenant, oui, il est possible qu'il s'est passé quelque chose de différent. Cette vision a changé la vie du philosophe. De foi, lui a été donné ses dons, cette vision béatifique. C'est possible que saint Thomas d'Aquin aurait vu Dieu. À partir de ces moments, il apparaît presque déconnecté au monde, concentré en soi-même, comme perdu dans ses pensées, dans cette nouvelle réalité. Ceci lui est passé dans son esprit et dans son cœur, quelque chose qu'il a réflexionné beaucoup, écrit et pensé tout au long de sa vie. Aucun jour s'est passé quelque chose ainsi.
et non plus à rêver ceci jusqu'à recevoir cette vision. Février de 1274, Thomas d'Aquin va voyager à Lyon avec son secrétaire et son assistant. Il doit assister au concile œcuménique qui va se réaliser le 7 mai de la même année dans la cité française. Il fut invité par Grégoire X et c'est nécessaire qu'il aille. Fondamentalement, ce concile était concernant des désaccords avec les orthodoxes. Thomas était un grand connaisseur du thème. Des fois, sa présence là pourrait aider à ces différences, et spécialement la manière de voir l'Église chrétienne. Mais il va souffrir inespérablement dans la moitié du chemin entre Naples et Rome. Il va avoir un accident. Thomas d'Aquin va souffrir un accident. Le mulet qu'il était au-dessus va se cogner avec un arbre qui était en cours de chemin. Thomas se frappe alors durement la tête. Il va demander le transfert au monastère de Fossanova. Là, dans l'infirmerie, les moines apportent Saint Thomas d'Aquin. Mais malgré tous ses efforts, sa santé commence à s'aggraver. Le dimanche 4 mars, il était conscient que tout se termine. Il est proche de sa mort, démon le sacrement. Et le 7 mars à l'aube, Thomas d'Aquin meurt. Il a 49 ans et sa vie est arrivée à sa fin. Mais certes qu'en mars 1274, avec 49 ans, son âge est un homme qui nous a démontré c'est qu'avec la force, la ténacité, avec la force de la volonté, une personne peut arriver à concevoir. Pour cela, pour les grandes forces que Thomas d'Aquin a réalisées durant toute sa vie, la connaissance et la vérité étaient comme les grands points. Et je crois que c'est important de s'en souvenir de lui aujourd'hui.